L'inflammation, on n'arrête pas d'en parler, mais en fait, c'est un grand mot et derrière, il y a une vraie réalité. C'est que l'inflammation, c'est produit par certaines de nos cellules au niveau immunitaire. On va avoir des cellules tout le long de l'estomac, de l'intestin, du côlon, notamment les mastocytes, qui vont produire des molécules inflammatoires suite à un stimuli. Par exemple, ça va produire l'histamine, la tryptase, la sérotonine, qui agissent comme des molécules qui peuvent être inflammatoires. En petite quantité, c'est bien. En trop grande quantité, ça pose des problèmes inflammatoires et ça peut poser des problèmes chez certaines personnes d'intestin, chez d'autres d'estomac. Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Natural qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti! On connaît tous l'estomac, ou du moins c'est ce que vous croyez avant de vous reposer la question et de cliquer sur cet épisode, n'est-ce pas? Comme moi, vous saviez sûrement que c'est là où les aliments se mélangent lors de la digestion. Comme moi, vous saviez aussi que l'estomac est lié à certaines problématiques digestives, mais ça, c'est la façade. Et oui, aujourd'hui, on va se glisser dans les coulisses de cet organe clé de la digestion qui joue un rôle central dans notre équilibre global, puisqu'au-delà du digestif, il peut être aussi lié à des problématiques métaboliques et émotionnelles. Alors, comment fonctionne-t-il vraiment? Pourquoi réagit-il si vite au stress, à nos émotions, à ce que nous mangeons? Pour en parler, j'ai invité un expert en la matière, Victor, bonjour. Salut Noémie. Tu es naturopathe spécialisé en digestion. Sur ton compte Instagram victor.naturopathe, tu parles de choses un peu farfelues, je vais pas te mentir. Ça sonne un petit peu bizarre à l'oreille pour celles et ceux qui n'ont pas le vocabulaire. Tu parles de de SIBO, d'histamine, de candidose, de RGO et j'en passe. Et pour aujourd'hui, j'attends que tu me prennes vraiment par la main et que tu me fasses découvrir cet organe dans le monde merveilleux de la digestion, en espérant que les auditrices et les auditeurs puissent nous suivre sur le chemin. Mais avant toute chose, une petite question et il faut répondre sans réfléchir, du tac au tac. Si je te dis dimanche, tu me dis... Repos et Sunday Natural. Oui, c'est vrai. Repos, c'est quand même la journée où tu travailles pas. Le samedi, tu Ça dépend. travailles? Le samedi, je travaille. Le dimanche, j'essaye de pas travailler. Je travaille jamais vraiment beaucoup. Voilà. Ok. Donc le dimanche, pour moi, c'est synonyme Donc de c'est repos. équilibré tes journées Le dans la week-end... semaine. Alors dans la semaine, oui, quand même. Et le dimanche, je me repose beaucoup plus quand même. Ok, bah c'est bien parce que c'est un peu notre motto aussi chez Sunday. J'avoue que même en te suivant sur tes réseaux sociaux, bah, je connaissais pas bien ton histoire et je me suis dit si tu es spécialisée dans la digestion, bah, c'est pas pour rien. Tu as connu ou peut-être tu connais encore des troubles digestifs personnellement. Je sais pas si tu as envie d'en parler, mais je me suis dit que j'allais quand même poser la question. Alors c'est vrai que je parle pas beaucoup de moi. Et pour tout dire, en fait, je parle pas beaucoup de moi pour une raison qui est simple, c'est que j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire sur ma propre expérience avec les troubles digestifs. En fait, il est vrai que depuis que, enfin, globalement, j'ai pas beaucoup de troubles digestifs. Les seuls moments où j'ai pu avoir des troubles digestifs, c'était à un moment où je commençais la naturopathie Hmm. ou alors dans des périodes vraiment de stress en ce moment avec mon activité. Donc c'est presque depuis que je pratique la naturopathie que j'ai parfois des petites périodes un peu plus compliquées. Donc bon, c'est quand même, on peut se dire, bah oui, mais alors je vais pas Ouais. l'écouter Ou pendant une heure, ce gars. tu t'en es rendu compte, ou au moins t'écoutes plus à l'écoute peut-être Alors forcément, de mais ton moi ça m'a corps. presque créé un petit peu presque de l'hypocondrie au Ah départ, ouais. la naturo. Donc ça, c'est déjà un petit conseil, un premier conseil. Si jamais vous faites attention à votre santé, faites-y attention, oui, mais trop y faire attention, c'est peut-être dangereux. Voilà, donc moi, j'ai pas vraiment un énorme problème de digestion. J'ai un autre petit problème qui se manifeste pareil, parfois avec un peu de stress, etc. C'est tout ce qui va être l'histamine. On va sans doute en parler un petit peu. Quand on parle d'estomac, on parle d'histamine. Voilà, mais globalement, j'ai pas d'intestin irritable, ou de choses comme ça. Ok, bah c'est bon à savoir. Et c'est vrai que dans la digestion, bah, il y a tellement, tellement de problématiques et que c'est même dur aussi de s'y retrouver. Juste, qu'est-ce qui se passe quand on mange, à quel moment, quel organe intervient, surtout si on était nul comme moi en SVT.
Est-ce que tu peux nous dire vraiment juste les basiques, de ce qui se passe, à l'entrée, peut-être de l'estomac et l'étape, d'après, on y reviendra, mais au moins à l'entrée, avant que ça arrive dans l'estomac, qu'est-ce qui se passe? Et même peut-être avant ça, genre, c'est où l'estomac? OK, OK, je peux répondre. Alors l'estomac déjà, si on me voit bien, oui, à la caméra, l'estomac, c'est situé ici au niveau de l'épigastre, donc c'est vraiment assez haut au niveau du tube digestif. En fait, quand on parle de digestion, généralement, on évoque comme première étape la mastication et en réalité, c'est pas la première étape. La première étape de la digestion, elle se fait au niveau de ce qu'on appelle une phase qui est céphalique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on va préparer nos organes à digérer lorsque l'on va voir les aliments Mmh, qui cuisent, lorsqu'on va les sentir, bref, on salive. voilà, exactement, lorsque tu imagines un repas que tu estimes bon, bah, tu vas saliver avant. Et Mmh. donc en fait, eh bien, il y a déjà une étape qui est essentielle, qui est l'étape nerveuse. On va le voir, c'est très important d'un point de vue de l'estomac notamment. Et donc c'est cette première phase qui commence, on va dire, qui prédigère les aliments, en tout cas qui préparent les organes, et notamment l'estomac à la digestion. Donc on va avoir ça. Ensuite, on va avoir la mastication, qui est importante, on va dire, pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, ça opère un découpage mécanique des aliments, donc c'est ce qu'on appelle la digestion mécanique. Pour ça qu'il est important de bien, bien mastiquer. Et puis, 2e étape, enfin 2e facteur important, de la mastication, c'est, eh bien, l'imprégnation des aliments à la salive, qui Mmh. contiennent une première enzyme qui va prédigérer, eh bien, l'amidon qui est une famille de glucides complexes. Voilà. Donc c'est à ça que sert la mastication. Après les aliments arrivent, enfin, plutôt transitent via l'œsophage et ils arrivent dans l'estomac. C'est assez haut, en fait, dans, cette chaîne, de la digestion, l'estomac. Absolument. C'est la première grosse phase, c'est la première grosse phase. Donc maintenant que les aliments, ils arrivent, dans l'estomac, est-ce que peux nous dire ce qui se passe concrètement avec ces aliments-là qui sont mâchés, pré-découpés, pré-digérés avec, certaines, la salive, là, tu disais, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est quoi le rôle de l'estomac? Alors, les aliments vont arriver donc dans l'estomac et on va dire qu'il y a 2 ou 3 buts. Il va y avoir les aliments qui vont en fait, l'estomac, il faut le voir comme une zone de transit Mmh. où, entre guillemets, «les aliments vont rester». Ils doivent pas remonter vers le haut, ils doivent descendre vers le bas, mais pas trop vite non plus. D'accord? Ils doivent descendre selon une chronologie qui doit bien se faire entre, eh bien, 2 organes digestifs, l'estomac et l'intestin, notamment au niveau du haut de l'intestin grêle qui s'appelle le duodénum. Donc il va y avoir, cette, fonction zone de transit et puis il va y avoir une deuxième fonction qui est liée à une sécrétion gastrique qui s'appelle notamment, l'acide chlorhydrique, les acides gastriques ou les sucs gastriques qui va, opérer une, prédigestion et plus exactement une dénaturation de certains aliments et notamment des protéines. Voilà, donc il va y avoir ce rôle-là, de, dénaturer les protéines pour, aider à les démêler un petit peu. Il faut voir les protéines comme des comment dire? Des molécules qui sont un petit peu enchevêtrées, qui sont compliquées, c'est des cheveux, voilà, comme un sac de nœuds et en fait, on va pas venir digérer les protéines avec l'acide chlorhydrique, mais on va venir, eh bien, les démêler Mmh. pour qu'ensuite les enzymes digestives puissent faire leur boulot. Donc ça, c'est le deuxième rôle et puis il y a, plusieurs rôles qui sont associés, à l'acide chlorhydrique. Il y a par exemple, un rôle qui est important, qui est un rôle bactériostatique ou antibactérien. En fait, l'acide chlorhydrique et le pH de l'estomac étant très acide, eh bien, il va y avoir un rôle, un petit peu de stérilisation du bol Mmh. alimentaire pour faire en sorte, eh bien, qu'on prenne le moins de gastro, le moins d'intoxication alimentaire Mmh. possible. C'est le protecteur, notre bouclier, C'est un peu notre, bouclier face, à certains envahisseurs, ouais. Mmh. Du coup, je veux bien qu'on reste un peu sur ces 2 étapes, donc l'étape mécanique et l'étape chimique avec, l'acide, chlorhydrique.
Et je veux bien qu'on commence avec le côté chimique. Tu as mentionné du coup cette acidité. Et moi, j'ai fait un bon nombre de pH-métrie. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. Absolument. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on vous met une sonde dans le nez jusqu'à l'estomac et vous vivez comme ça pendant 24 heures normalement, comme si de rien n'était. Mais c'est vraiment une horreur ce truc. Tout ça pour connaître l'acidité de l'estomac qui se trouve autour de 1 voire 2. C'est ça, à peu près. Du coup, ce qui est très acide quand on connaît le pH en général qui doit être autour de 7, c'est ça? Oui, un pH neutre, c'est un Ouais. pH à 7. Et du coup, à quoi ça sert vraiment cette acidité extrême? Tu disais c'était pour les bactéries, mais c'est aussi pour dénaturer du coup les aliments, c'est ça? C'est ça, en fait, il y a plusieurs rôles. Donc, il y a ce rôle de dénaturation des protéines. C'est pratiquement le rôle dont on va généralement le plus parler, qui est le rôle le plus connu. Cet acide chlorhydrique, il va aussi en fait activer une enzyme qui est produite par l'estomac. Il va transformer ce qu'on appelle donc une enzyme inactive, le pepsinogène, en une enzyme active, la pepsine. Et en fait, donc au contact de cet acide gastrique, eh bien, ça va s'activer pour commencer la prédigestion des protéines dès l'estomac. Donc ça, c'est vraiment le rôle digestif, on va dire, de l'estomac. Il y a un autre rôle digestif qui est très peu connu, c'est que l'estomac produit aussi une lipase pour digérer, pour commencer la digestion des graisses. Mais c'est résiduel. Hmm. Voilà, et puis autre rôle de l'acidité gastrique, donc stérilisation du bol alimentaire. Donc c'est assez important, on en parle beaucoup notamment dans le cadre du SIBO, donc qui est la prolifération bactérienne de l'intestin grêle, qui correspond à peu près à entre 30 et 50% des intestins irritables aujourd'hui. Et en fait, on va dire, acidité gastrique est une barrière contre la prolifération des bactéries au niveau de l'intestin grêle, car l'essentiel du microbiote et des bactéries doivent se situer plus loin au niveau du côlon. Donc on a ce rôle-là aussi. Et puis on a d'autres rôles aussi qui sont plus micronutritionnels presque de l'acide gastrique. On a un rôle, par exemple, en fait, l'acide gastrique va permettre de produire ce qu'on appelle le facteur intrinsèque ou facteur de Castle, qui va permettre de transporter la vitamine B12. Donc il y a de nombreuses personnes qui ne vont pas produire suffisamment, ou voire pas du tout d'acide, qui vont manquer De de vitamine B12. B12 parce qu'elle ne sera pas transportée. Il y a une pathologie qui est très connue, enfin qui est très connue, en tout cas Chez les chez les naturopathes, naturaux, voilà. exactement. C'est la maladie de Birmer, qui est une gastrite auto-immune, où en fait on ne produit pas d'acide. Et comment on la détecte, cette maladie, enfin comment les médecins la détectent? Eh bien grâce à une carence en vitamine B12 qui est très 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 importante. Voilà. Ah, donc ça vient pas que de l'alimentation, du coup, cette carence, ça peut être dû à ça. Exactement, ça peut être lié à ce qu'on appelle une baisse d'acide chlorhydrique, donc qu'elle soit auto-immune ou pas, donc maladie de Birmer, ou une hypochloridrie, on aura l'occasion d'en parler peut-être dans pas si longtemps que ça. J'ai des questions, t'inquiète. Voilà, et dernière chose aussi, l'acide chlorhydrique va aussi aider à l'absorption de certains nutriments, calcium, fer notamment. Voilà. Ok, donc c'est bien d'avoir cette acidité et comment tu as appelé ça? L'acide chlorhydrique, il faut Ouais. que ce soit équilibré en fait. Il faut qu'il y en ait ni trop, ni trop peu. Et il y a aussi une autre question qu'on pourra évoquer, c'est celle de la qui perturbe le plus souvent les gens, alors que les gens pensent avoir souvent trop d'acidité ou pas Mhm. assez. Mais en fait, le problème, il n'est pas franchement là. Souvent, le problème, il est au niveau de ce qu'on appelle la sensibilité à l'acide gastrique. C'est-à-dire que ta production d'acide, elle va être très bonne. Tu vois, tu vas pas en produire pas assez ou trop. Le seul truc qui va être problématique, c'est en fait la sensibilité de ta muqueuse à supporter cet acide. Hmm. Et en fait, ça va te brûler, ça peut te causer des reflux, ça peut te brûler à cause de cette sensibilité-là. Pareil, on va en parler. Par exemple, si j'ai une pH-métrie qui est bien, ça veut dire que je peux quand même avoir une sensibilité. Absolument, absolument. Si ta pH-métrie, elle est bonne, alors la pH-métrie, c'est pas quelque chose qui va te permettre de dire qu'il y a trop ou pas assez d'acide, c'est juste quelque chose qui va te permettre de savoir si les remontées acides que tu as sont acides ou pas. Hmm. D'accord? C'est juste en fait une mesure médicale de l'acidité d'une remontée, d'un reflux. Hmm. Voilà. Pour Et en fait, savoir ce qui remonte, quoi.
Oui, exactement, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'acidité qui est capable de remonter. Parfois, l'acidité, alors l'acide gastrique va remonter, d'accord? C'est l'acide gastrique qui va remonter, mais parfois on s'est rendu compte que, eh bien, c'était pas l'acide gastrique qui remontait, c'était plutôt, eh bien, les acides biliaires qui sont produits par le Mmh. foie, qui sont aussi très acides. Mmh. Leur nom, enfin, ils portent bien leur nom, et aussi les enzymes pancréatiques qui peuvent également remonter. Et Mmh. donc, en fait, en fonction de ça, il peut y avoir, eh bien, des remontées qui sont plus ou moins, acides. Et pourquoi c'est important? Parce que ça va nous permettre d'orienter vers comment on prend en charge ne serait-ce que les symptômes. Mmh. En fait, tu vois, il y a un médicament peut-être que si tu as fait une pH-métrie que tu as pris qui s'appelle, les inhibiteurs de la pompe à protons, Mmh. donc oméprazole, pantoprazole, lansoprazole, tout Oui. ça, qui, aujourd'hui fait l'objet un petit peu d'une chasse aux sorcières, alors qu'avant c'était, un petit peu, tu as un problème d'estomac, on te donne ça, on te balance ça, on te balance ça. Mmh. Aujourd'hui, la médecine, elle a pris conscience que à long terme, c'était peut-être pas la meilleure idée. Mmh. Hem Et en fait, pourquoi ces IPP, c'est pas toujours la solution? Eh bien, parce que parfois, le problème de remontée acide, ça vient pas d'un problème d'acidité gastrique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les IPP, ils vont inhiber ce qu'on appelle les pompes à protons, qui sont des pompes qui vont être responsables de la production d'acide au niveau de l'estomac. Mais si ton problème Il vient pas de vient l'estomac. d'une remontée des acides biliaires Mmh. ou des enzymes pancréatiques notamment, ou alors si même ton problème c'est pas un enfin c'est pas un trop d'acidité, mais un manque d'acidité ou une sensibilité à l'acidité, bah voilà, c'est pas toujours le comment dire le moyen idoine de prendre en charge Mmh. tes problématiques. Bah, merci en tout cas, ça m'a fait un peu, réfléchir aussi aux choses, qui peuvent se passer, justement dans la prise en charge et par exemple, moi j'ai arrêté, les IPP, très rapidement parce que je me suis rendu compte qu'il se passait rien donc c'est bien de savoir que c'est pas la solution miracle partout, pour, l'acide gastrique et pour l'estomac en général. Après, c'est vrai quand même que les IPP peuvent vraiment améliorer les symptômes chez certaines personnes. Et moi, j'ai de plus en plus de gens en consultation, tu vois, qui vont refuser d'essayer les IPP parce qu'ils en ont entendu du mal. Ils disent: Mmh. «Moi, je refuse les IPP, je veux pas, je veux pas». En fait, il faut pas voir les IPP comme un moyen, déjà, c'est du médical. Donc moi, Mmh. je discute pas de ce qui est médical, c'est le médecin, il a la priorité et il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, chez les médecins qui vont venir, prescrire des IPP, et souvent, je me retrouve avec des consultants qui viennent me voir et qui me disent: «Ah bah, tu te rends compte, il m'a prescrit des IPP». Je lui dis: «Ouais, ouais». Elle me dit: «Bah, c'est pas bien les IPP, ça va me donner du SIBO, ça Mmh. augmente la prolifération bactérienne», ce qui en soi est vrai, hein. Ça peut, à long terme, poser problème, il peut y avoir des effets rebonds, donc c'est pas idéal. Mais en fait, ça va nous permettre quand même d'identifier et de voir. Parce que quand on les pH-métries, les machins, il y a beaucoup d'examens qui existent en théorie, mais qui sont finalement assez peu prescrits Mmh. par les médecins. Et donc, en fait, le fait de tester, ça va quand même nous permettre d'avoir des pistes supplémentaires Mmh. pour savoir si c'est une question d'acide, trop, pas assez, sensibilité, machin, etc. Et donc, in fine, de trouver ce qui va te correspondre, tu vois. Mmh. Donc, c'est bien que tu aies essayé ça, parce que au moins, tu as su, peut-être pas, mais en tout cas maintenant aujourd'hui tu le sais, que c'était sans doute pas lié à une remontée acide au niveau gastrique, mais peut-être à des acides biliaires, à autre chose. Bah, merci en tout cas, De rien. de m'avoir aidée. T'es ému presque. Oui, je suis presque émue. En préparant ce podcast, bah, j'ai appris aussi, une chose que je savais pas du tout. Donc, là, ça va être, la deuxième. L'estomac, il est sélectif, sur le type de nutriments qu'il va digérer. Tu disais, par exemple, les protéines. Mmh. Par exemple, les glucides, il s'en fout. La vraie, digestion des graisses, tu disais, ça se passe beaucoup plus tard normalement. Et donc, pourquoi les protéines en particulier? C'est ça qui l'intéresse? Et bah, faudrait lui demander. Moi, j'en ai aucune idée. Concrètement, je pense qu'en fait, dans chacune des étapes de la digestion, on va avoir, des étapes. En fait, avec, par exemple, pour les protéines, une digestion des protéines qui vont être dénaturées. Après, il va y avoir les protéases, des enzymes digestives qui sont principalement produites par le pancréas ou par, l'intestin qui va, découper ces protéines en peptidases. Enfin en peptides, pardon. Ensuite, il va y avoir des enzymes digestives qui s'appellent des peptidases qui vont, heu,
découper ces peptides en acides aminés et ensuite ces acides aminés pourront être absorbés au niveau de la muqueuse. Donc Beaucoup en fait, d'étapes. exactement beaucoup d'étapes à chaque fois et il se trouve que le pancréas et l'intestin donc produisent des protéases et des peptidases, mais ils produisent pas l'acide chlorhydrique. Et tant mieux, parce que Mmh. la muqueuse de l'intestin n'est pas faite pour accueillir un pH acide comme ça. Sinon, on n'a plus d'intestin en Mmh. fait. Et Mmh. c'est d'ailleurs pour ça que quand on a des remontées acides, tu vois, ou même qu'on a une vidange gastrique qui peut être trop rapide, eh ben, ça va brûler, alors en cas de remontée, l'œsophage, parce que l'œsophage n'est pas fait, la muqueuse de l'œsophage n'est pas faite pour accueillir cette acidité. Pareil pour le début de l'intestin grêle, s'il y a une vidange gastrique qui est trop rapide, en fait l'intestin, au niveau de la vidange gastrique, il met en place plein de mécanismes pour tamponner l'acide et pour que les aliments qui arrivent, en gros, il n'y ait plus le feu et il n'y ait Mmh. plus les acides. Donc, il va y avoir des bicarbonates qui vont être produits, il va y avoir certaines hormones qui sont chargées de ralentir la vidange gastrique, comme la cholécystokinine, pour accueillir les aliments pas trop acides et pour avoir le temps de les désacidifier. Mmh. Mais si ça va trop vite, bah pareil, tu vas avoir des nausées, des brûlures, des choses comme ça au niveau du début de l'intestin grêle. Je sais plus pourquoi tu me poses la question, mais voilà. Je demandais ça par rapport aux protéines et c'est vrai que du coup, bah, il faut du temps et il faut, toutes ces étapes avant de pouvoir les recevoir et les utiliser. Exactement. En tout cas, c'est pour ça que l'estomac, qui lui a une muqueuse bien spécifique, il a une muqueuse vraiment qui produit énormément de mucus, et une muqueuse qui est a priori tient le choc face aux acides gastriques, eh bien, c'est pour ça qu'il a tout ça et que bah, on peut compter sur lui pour produire l'acide et pas sur l'intestin, le pancréas ou des Mmh. choses comme ça. Maintenant, on peut passer au point de vue mécanique. J'aimerais qu'on aborde, bah, le côté motilité. Oui, On parle souvent de crampes d'estomac, mais c'est important en fait, que l'estomac il ait des crampes littéralement, faut qu'il bouge. faut qu'il bouge. Faut que l'estomac bouge. Effectivement, s'il y a une stase de l'estomac, les aliments y restent figés Mmh. et en fait, ça risque de pas bien se passer. Il va y avoir des lourdeurs, des points, surtout en postprandial, donc après le repas. Maintenant, quand on dit crampe, on parle pas de la motricité. On parle pas des cellules qui sont chargées de déclencher bah, des contractions musculaires. On parle plus des douleurs qui sont liées aux crampes, et ça, c'est encore autre chose. Mmh. Mais, euh, mais oui, effectivement, bah, comme je te le disais, en fait, il faut que ce soit ni trop rapide, ni trop lent. Quand c'est trop rapide, c'est très rare, ça arrive, dans le cadre d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de dumping, où en fait, ça va trop vite, la vidange, elle se fait trop rapidement et donc il va y avoir des nausées, des brûlures, ce genre de choses, des Mmh. ballonnements. Donc c'est comme ça qu'on sait si ça va trop vite? Non, parce que les symptômes, ils sont pas spécifiques. Ah, En fait, OK. les symptômes de l'estomac, ils sont pas du tout spécifiques Mmh. et donc c'est pour ça que, entre guillemets, il faut pouvoir tenter des choses avec l'estomac Mmh. et pouvoir les interpréter. Mmh. Mais c'est toujours malheureusement, c'est toujours la même chose. Entre brûlure, reflux, lourdeur ici, satiété précoce, donc au bout de 3 bouchées, on n'en peut plus. On peut essayer de déduire d'un symptôme un mécanisme Mmh. qui dysfonctionnerait. Mais très honnêtement, dans la pratique, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà. Donc même si on liste les symptômes, on saura pas forcément à quoi, c'est la cause est liée. Le mécanisme digestif, si, en essayant d'interpréter, en essayant des choses et en se disant, OK, là, on va plutôt agir sur la vidange gastrique. Un exemple. Tu vois, on parlait tout à l'heure de reflux. Mmh. Tu as un reflux, tu essayes les IPP. Ça change rien. Ouais. OK? Donc tu dis, première réaction, c'est quoi ce médicament Fait de chier. voilà, c'est quoi ce médicament naze? Ça sert à rien, ça me saoule, voilà. OK. Bon, une fois qu'on a fini de se plaindre, de Tergiversé, ouais. tergiverser, il faut qu'on puisse quand même se dire: «OK, vous avez essayé les IPP, bon, ce qu'on va essayer, c'est de voir si le reflux que vous avez, il est pas lié». Ta pH-métrie, elle disait quoi? Elle disait que c'était acide ou pas acide? Que c'était normal. Que c'était normal. Ouais. Donc c'était, pas forcément acide, Non. d'accord? Donc ça peut être un reflux
non pas non plus des acides biliaires, puisque les acides biliaires, c'est comme son nom l'indique, acide, mais peut-être des enzymes pancréatiques. Sauf que si on regarde un petit peu l'anatomie, en fait, les enzymes pancréatiques, elles se déversent le long d'un canal qui est en bas de l'estomac. Tu as l'estomac qui est là, et tu as les enzymes qui sont libérées ici au niveau, hop, du duodénum, donc du début de l'intestin grêle. Si on peut mettre un schéma, c'est top, parce que je pense que là, ça... Pour les gens qui nous écoutent, ça Voilà, sera plus dur. Mais il faut s'imaginer du coup voilà. qu'il y a On a l'estomac l'estomac. ici en haut, et en fait, ça descend. Et là, au niveau de l'intestin, vous avez un petit canal qui arrive, et les enzymes sont libérées ici. C'est pas très loin, hein, c'est à quelques centimètres. Hmm. Et donc on se dit comment ça peut remonter? Parce que, enfin, ou alors ça défie les lois de la gravité. Hmm. Mais il se trouve qu'on défie souvent les lois de la gravité. À quel moment tu avais le plus de symptômes? Est-ce que tu en avais le plus Le matin. le matin? Mhm. Ok. Le matin, quand tu te... Donc c'est quand tu te lèves? Ouais. Ok. Quand tu te lèves, qu'est-ce que tu viens de faire? Bah, je changeais de position. Tu viens de dormir. Non, mais tu, Ah tu, oui, en tu plus. venais de dormir. Ouais. Quand tu dors, tu dormais debout ou allongé? Ah bah, allongé. Comme beaucoup de gens. Voilà. Et donc en fait, tu défies les lois de la gravité. Et donc en fait, ce qui se retrouve comme ça avec l'estomac qui est là et le canal Hmm. qui est là, bah, ça se retrouve comme ça. Hmm. Et donc si t'as pas une bonne motricité au niveau gastrique, bah, ce qui va se passer, c'est que les enzymes, elles vont peut-être remonter. Hmm. La pH-métrie, elle sera normale. Donc on te dira, mais non, tu dis n'importe quoi. T'as pas Hmm. il est bon ton pH. Hmm. Ben non, en fait, il est pas bon. Enfin, il est bon, mais en fait, ce qui remonte, c'est les enzymes. Sauf que, effectivement, ça peut causer des sensations. T'avais des sensations de brûlure? Non. Non. Donc tu vois, en plus, tout ça, c'est cohérent. Ça montre que c'était pas des brûlures. Et c'est normal, c'était pas l'acide qui remontait, c'était plutôt les enzymes. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, pour toi, ce que je t'aurais recommandé pour éviter ce reflux, c'est pas du tout de prendre des IPP ou même de prendre des trucs qui tamponnent, parce que ça existe aussi, des trucs qui tamponnent des acides, si jamais c'est de Mhm. l'acide biliaire ou quoi. Non, ça va être de prendre, par exemple, des prokinétiques. Donc des prokinétiques, c'est quoi? Ce sont des substances qui vont améliorer la vidange gastrique. On a le gingembre, et les gens peuvent se dire, bah oui, mais le gingembre, moi, ça me cause des reflux. Mais toi, ça t'en aurait pas causé, ça t'aurait amélioré Hmm. les choses. Pourquoi? Parce que, eh bien, le gingembre, ça aurait activé la vidange gastrique. Peut-être aussi que tu mangeais à 23 h alors qu'il fallait manger à 19. Ah bah, en Allemagne, on mange très tôt quand Ouais, même. vous mangez très tôt, mais alors peut-être que juste après ton repas, tu te mettais devant Netflix et tu t'étais un peu avachi. Ouais. Et puis peut-être aussi que, tu vois, j'aurais pu te recommander un petit peu de marche après le repas Hmm. pour accélérer la vidange gastrique. Tu vois, et si tu Hmm. te retrouves avec ces choses-là le matin, eh ben, ça veut dire tout simplement que c'était en fait pendant la nuit que tu as eu toutes ces remontées, que ça a quand même perturbé les choses, et en plus tu devais être fatigué le matin, tu devais pas bien Hmm. dormir, parce que le sommeil n'est pas récupérateur, parce que bah, tout le haut de Hmm. ton organisme est occupé à faire autre chose que à se régénérer, entre guillemets. Hmm. Donc, c'est pas forcément une question de motilité, de fait que ça remonte ou que Bah, ça stagne. de facto, là, c'était une question de motilité pour toi. Parce qu'en fait, ta motilité, du coup, elle est trop lente. Du Hmm. coup, en fait, au lieu de, comment dire, de progresser le bol alimentaire le long de l'intestin grêle, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il est peut-être aussi resté au niveau de l'estomac. Je dis que c'était des enzymes pancréatiques, mais peut-être qu'il n'y avait rien qui remontait, hein. Hmm. Peut-être qu'il y avait juste les aliments qui remontaient, avec aucune sensibilité à l'acide gastrique, et donc du coup, ça te faisait pas de brûlure, tu vois. Mais en tout cas, si ça devait être une question quand même de motricité chez toi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, comment on sait combien de temps ça dure que les aliments ils restent dans l'estomac? Alors, tu peux faire des examens. Il y a un examen qui existe qui s'appelle la scintigraphie gastrique. Pareil, c'est médical. C'est un examen d'imagerie qui permet de voir, en fait, après un repas, au bout de combien de temps le contenu de l'estomac n'est plus dans l'estomac. Et c'est intéressant de savoir ça. Bah oui, c'est intéressant pour savoir si on a une vidange gastrique qui est trop lente, trop rapide. Hmm. Donc oui, ça peut aider. Maintenant, encore une fois, d'un point de vue médical, il y a à peu près personne. Enfin, il y a certains médecins qui le recommandent, mais c'est rare. Hmm. Moi, sur 100 consultations que je vais avoir sur l'estomac, il va peut-être y avoir une personne qui a fait une pH-métrie et une personne qui a fait une scintigraphie. Ah ouais. Ah oui, c'est rien. Pour l'estomac, c'est catastrophique. Par contre, il va y avoir 90 personnes qui ont fait le fameux test au bicarbonate de sodium Ah alimentaire, oui. dont on parlera si tu veux après. C'est celui où il faut roter. C'est ça, ouais. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, le bicarbonate de sodium va venir réagir avec l'acide gastrique et créer du CO2, un gaz, qui est censé remonter. Sauf que le problème, c'est que dans certains cas, eh ben, il va pas remonter, il va descendre. Hmm. Et donc, en fait, on n'aura pas d'euro
Pourtant, on aura une acidité gastrique qui est totalement bonne, mais juste le gaz va sortir par le bas. Donc même ce test-là, c'est pas forcément très fiable. Si tu rôtes rapidement après avoir pris ça, c'est qu'il n'y a pas de souci, c'est que tu as suffisamment d'acide gastrique. Donc, on va dire que si tu rôtes vite, c'est qu'il n'y a pas de souci. En revanche, si tu rôtes pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un souci avec l'acidité. D'accord? Mais en fait, mis bout à bout, toutes ces mesures-là, elles permettent de conduire vers des solutions de prise en charge qui sont adaptées. Et du coup, quand on sait que notre vidange gastrique, elle est trop lente ou elle est trop rapide, est-ce qu'on peut savoir du coup si c'est influencé par quelque chose d'autre? Ouais, bien sûr. En fait, quand c'est trop rapide, généralement, euh, les causes, c'est des chirurgies bariatriques. Le Ah dumping ouais. syndrome, c'est des chirurgies bariatriques, ouais. Il y a ça. Quand c'est trop lent, en revanche, il y a plusieurs causes qui sont avancées. Il y a des causes que moi je vois très rarement en consultation, pareil, des chirurgies bariatriques, genre le diabète. Le diabète, voilà, ça crée Ça fait paresses. ralentir. Ouais, ça crée vraiment ce qu'on appelle des gastroparésies, paresse de la Mhm. vidange gastrique. Et puis, il va y avoir des gastroparésies un peu idiopathiques fonctionnelles. Donc fonctionnel, ça veut dire que, en gros, il n'y a pas de lésion. Par exemple, l'intestin irritable, c'est le trouble fonctionnel le plus connu. La dyspepsie fonctionnelle, c'est un petit peu l'intestin irritable, mais pour l'estomac. Et en fait, dans pas mal de cas, le mécanisme qui explique une partie des symptômes, en tout cas, c'est cette gastroparésie qui est fonctionnelle. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Hmm. On sait aujourd'hui quand même que c'est la même chose d'ailleurs pour l'intestin irritable et le SIBO, c'est qu'il y a une forte explication autour de ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Voilà, avec une rupture de communication entre le système nerveux central et les organes digestifs, dont fait partie l'estomac. On va en parler de ça encore. J'ai tout un sujet là-dessus. Ce que je voulais savoir aussi, s'il y avait des aliments ou des types d'aliments qui aussi influençaient cette vidange gastrique. Globalement, ce qui va ralentir la vidange gastrique, c'est les graisses. Donc en fait, dès lors que tu manges un repas gras, et j'ai même pas répondu à ta question, une vidange gastrique normale, sur un repas normal, c'est entre 1h30 et 3 heures Hmm. max. D'accord? Et les personnes qui mangent le soir et qui n'ont pas faim le matin, notamment, souvent c'est que leur vidange gastrique, elle est pas terminée. Et en fait, Ah, ils se disent, ah bah j'ai pas faim, machin. Et en fait, t'as pas faim. waouh, c'est si long du coup. Ouais, parce qu'en fait, ça ne bouge pas, il y a une stase, ça bouge pas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tant que ton estomac est rempli, eh bien, les hormones qui vont déclencher la satiété ou qui vont l'arrêter, notamment la gréline, bah, elle va être produite. Et donc, en fait, tu peux pas avoir faim si ton estomac il est encore rempli. Hmm. Donc, un bon moyen de savoir si on a une vidange gastrique qui est suffisamment rapide, ou en tout cas pas trop lente, c'est de savoir si on a faim le matin quand on mange le soir. Hmm. C'est de savoir si on a faim le soir après avoir mangé à midi un gros repas. Hmm. Et donc les graisses ralentissent vachement la vidange gastrique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les fibres qui la ralentissent un peu, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, Hmm. hein. Ça, c'est normal. C'est d'ailleurs pour ça que ça diminue la glycémie. C'est parce qu'en fait, ça opère une vidange gastrique qui est plus longue. Donc les aliments vont petit à petit dans l'intestin. Je ne sais pas pourquoi je fais ce petit geste. Et donc, in fine, en fait, l'absorption du sucre, enfin de tous les nutriments, et notamment du sucre dans le sang, va se faire de manière plus lente, parce que la vidange gastrique sera ralentie. Voilà. Mais globalement, les aliments gras. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont des problèmes d'estomac, qui vont avoir des problèmes avec le gras. Ça, c'est au niveau de la vidange. Donc, on peut quand même influencer ça, nous, en faisant attention Ouais. à ce qu'on mange, surtout le soir, tu disais. Oui, surtout le soir. Les petits repas vont être vidangés plus vite. Mhm. Bien sûr, tous les aliments liquides vont avoir une vidange gastrique beaucoup plus rapide que tout ce qui va être solide. Et il y a même la température Ah oui. qui impacte la vidange gastrique. Si tu prends de l'eau super froide avec un plat super chaud, ta vidange gastrique, elle va mettre beaucoup plus de temps. Ah. Ouais. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment, alors, pas manger à température moyenne, mais voilà, il faut savoir que les températures extrêmes vont moduler et retarder souvent la vidange gastrique. On a parlé beaucoup du coup du rôle de l'estomac, mais il travaille
évidemment pas tout seul. On a déjà évoqué, l'intestin et d'autres, à côté. Comment, en fait, il communique avec le reste du tube digestif? Donc l'intestin, le foie, le pancréas. C'est une équipe qui fonctionne, comment? C'est une équipe qui fonctionne, mal pour les gens qui nous écoutent. Souvent, en fait, globalement, si je pouvais donner peut-être, une fonction associée à chaque organe, je dirais donc que l'estomac, bon, on a compris, allez, on va dire 3 mots: stérilisation, début du digestion des protéines et la vidange gastrique pour pas que ça arrive trop vite. L'intestin après, clairement, c'est un carrefour enzymatique, d'accord? Où les enzymes du pancréas vont arriver, où l'intestin lui-même va produire des enzymes, donc c'est un lieu de digestion, et également un lieu d'absorption. Donc la digestion, c'est le fait que ton steak haché ou que ta salade deviennent des petits nutriments, et l'absorption, c'est le fait que ces nutriments passent la muqueuse et arrivent aux cellules de ton organisme pour les nourrir. Donc ça, c'est l'intestin. Pancréas, on a dit, donc du coup, c'est principalement la sécrétion d'enzymes. Le foie, c'est la production d'acide biliaire et de bile, qui va être un liquide, pareil, digestif des graisses, avec les enzymes digestives, avec les lipases, qui sont les enzymes digestives des graisses. Et puis après, le côlon, c'est principalement ce qui abrite le microbiote. Et le microbiote, alors lui, il communique avec tout le monde, et il gère énormément de choses. Motricité, inflammation. Il y a pas que le microbiote, mais il communique avec tout le monde. En fait, les Mmh. bactéries, vraiment, elles communiquent avec tous les organes via l'axe intestin-cerveau notamment. Voilà, c'est assez complexe. Oui, c'est très complexe parce que, à la fois, il y a du coup, ce microbiote, tu disais qui est le communicant, il y a l'axe intestin-cerveau, il y a un peu des signaux de partout, en fait. En fait, il y a des signaux. Alors oui, il y a des signaux de partout, et il faut comprendre une chose, c'est que les organes digestifs sont les soldats, et ils sont censés faire ce qu'on leur dit. Et dans la plupart des cas, ils font ce qu'on leur dit quand on leur dit quoi faire. Et dans la plupart des troubles digestifs fonctionnels, que ce soit au niveau de l'estomac ou intestin irritable, eh bien le problème, c'est qu'on leur dit plus quoi faire, parce que le système Mmh. nerveux est impacté. Donc les troubles digestifs sont en lien avec le système nerveux. Ah oui, énormément. Les- j'ai- on pourrait presque dire que la majorité des troubles digestifs fonctionnels ne sont pas liés à la digestion, c'est une conséquence. Mmh. Donc, en fait, chercher à savoir si on a un intestin irritable, un SIBO, quelque chose comme ça, quand c'est fonctionnel, presque le diagnostic en tant que tel, bon, c'est du médical, donc moi je vais pas juger, mais on s'en fiche presque en fait, à partir du moment où Mmh. on sait que c'est fonctionnel. En fait, moi je m'occupe que de ça. De toute façon, je m'occupe pas des maladies de Crohn, rectocolite très peu. Je m'occupe que de ce qu'on appelle les diagnostics d'exclusion. Syndrome de l'intestin irritable, dyspepsie fonctionnelle. Donc tu vois, au niveau de l'estomac, à partir du moment où une personne m'a dit j'ai fait une fibroscopie, je n'ai pas de gastrite ou d'ulcère qui serait lié à un médicament, à Helicobacter pylori, à des choses comme ça. Et donc j'ai une gastrite chronique, mais on sait pas trop à quoi c'est dû. J'ai tout le temps mal, mais on me dit qu'il n'y a rien aux images et tout. Là, je prends en charge. Bon, c'est aussi le plus dur, hein, malheureusement. Mmh. Mais, euh, mais bon, c'est mon combat. Je Mmh. l'assume. Quand j'ai fait, un épisode, là, au début de l'année sur, l'intestin, cerveau, Ouais, on parlait beaucoup du nerf vague. ouais. C'est aussi en lien avec l'estomac? Bien sûr, le nerf vague, en fait, donc du coup, c'est le relais de communication essentiel entre le système nerveux central, le cerveau, on va faire simple, et l'ensemble des organes digestifs et le microbiote. Et par exemple, tu vois, si on parle du nerf vague, c'est lui qui euh, envoie les signaux au niveau de la phase céphalique, Mmh. au niveau de la phase céphalique dont je te parlais au début. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois Je suis dans un la plat de frites, cuisine, voilà, tu voilà. vois un plat de frites et tu sais, vraiment tu commences à avoir faim, tu commences à saliver. Ça sent et Ça tout. sent, voilà, c'est beau, il y a le bruit, le Mmh. petit crépitement, c'est magnifique. Tu commences à avoir faim. Sauf que si ton axe intestin-cerveau, il est rompu, pour X ou Y raison, ça peut être du stress, Stress. ça peut être des chocs émotionnels, ça peut être même des bactéries, la maladie de Lyme, ça peut être des virus,
le Covid donne énormément de ruptures d'axe intestin-cerveau. Epstein-Barr, ça peut être des moisissures, ça peut être plein de choses. Eh bien, ton nerf vague ne va pas relayer l'information que tu vas manger. Donc, ce qui va se passer, c'est que ton estomac ne va pas produire l'acidité gastrique ou moins. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Et donc, cette phase céphalique, elle va être beaucoup moins efficace en prédigestion. Alors, quand l'estomac va comprendre qu'il y a de la nourriture, in fine, tout ne dépend pas du nerf vague, donc il va en produire quand même. Mais au début, il va peut-être pas assez en produire rapidement. C'est aussi via le nerf vague qu'est géré énormément de l'inflammation digestive, que ce soit au niveau de l'estomac ou de l'intestin. Donc, s'il y a une inflammation digestive, l'inflammation, on n'arrête pas d'en parler, mais en fait, c'est un grand mot. Et derrière, il y a une vraie réalité. C'est que l'inflammation, c'est produit par certaines de nos cellules au niveau immunitaire. On va avoir des cellules tout le long de l'estomac, de l'intestin, du côlon, notamment les mastocytes, qui vont produire des molécules inflammatoires suite à un stimuli. Par exemple, ça va produire l'histamine, la tryptase, la sérotonine, qui agissent comme des molécules qui peuvent être inflammatoires. En petite quantité, c'est bien. En trop grande quantité, ça pose des problèmes inflammatoires. Et ça peut poser des problèmes chez certaines personnes d'intestin, chez d'autres d'estomac. C'est un petit peu en fonction, je dirais, de la génétique. C'est la loterie. Un petit peu. Pile ou face. En vrai, c'est un petit peu la loterie. Et puis, il y a un énorme overlap entre les deux. Donc, il y a des gens qui ont un axe intestin-cerveau qui est défoncé. Et ils ont à la fois un SIBO et des problèmes d'estomac. Les deux sont possibles, on peut tout cumuler. Là, c'est quand on a tiré le gros lot. On a mentionné beaucoup de troubles digestifs et aussi certains du coup liés à l'estomac. Je pensais pas qu'il y en avait autant, c'est vrai, pour l'estomac. Du coup, je les ai listés et j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu sur chacun afin d'expliquer peut-être quelque chose en plus qu'on n'a pas encore mentionné, Ouais. que ce soit expliquer le phénomène, les symptômes, comment on décèle ça, les conséquences, une piste pour soigner, bref, tu me dis ce que tu veux. Ok. Parce que sinon, ça fait un peu beaucoup. Mais tu me dis ce qui te passe par la tête et si j'ai encore des questions, je te les poserai, Ça t'inquiète pas. marche. Je commence avec le reflux gastro-œsophagien, donc le RGO. Et donc ça, c'était pas forcément quelque chose qui venait de l'estomac, c'est ça? Ça vient de l'estomac, en fait, en ce sens qu'il y a des choses qui remontent qui ne sont pas censées remonter. Peu importe que ce soit acide ou pas. En fait, au niveau de l'estomac, entre le sphincter et l'estomac, il y a normalement un clapet euh, qui s'appelle notamment le sphincter inférieur de l'œsophage, qui est censé se fermer après le passage des aliments. Et dans certains cas, ce sphincter va se rouvrir. Alors, il y a des aliments qui sont connus pour détendre le sphincter de l'œsophage et donc qui vont favoriser tout ce qui va être reflux. Il y a par exemple la menthe, le chocolat, les épices, les agrumes, la tomate, voilà, ce genre de choses. Et puis, il y a d'autres choses, il y a d'autres aliments qui vont amplifier un phénomène acide. Par exemple, l'alcool, ou alors le citron, le vinaigre de cidre, des choses qui en fait vont stimuler l'acidité. Et puis, au contraire, il y a certaines personnes qui vont être soulagées par le vinaigre de cidre, par exemple, alors que chez d'autres personnes, ça va empirer les symptômes. Il y a des explications, elles sont pas super claires. Je m'éloigne un petit peu du sujet, mais pour faire simple, les reflux, si je dois donner une marche à suivre, il faut déterminer s'ils sont acides ou pas, parce que ça va nous permettre de déterminer si tamponner des acides, ça va être une stratégie intéressante, ou s'il va plutôt falloir agir sur la vidange gastrique. Voilà, donc globalement, savoir si c'est acide ou pas, pour savoir s'il y a des choses qu'on peut mettre en place ou pas, et savoir à quel moment ils arrivent, pour savoir aussi si c'est pas plus une question de vidange gastrique, ou même une question parfois d'hyperchloridrie. En fait, je suis désolé, c'est peut-être un petit peu brouillon ce que je dis, parce que ça va un peu dans tous les sens, mais en fait, il faut savoir que on ne peut pas, encore une fois, relier un symptôme à un mécanisme. Et donc, en fait, tout peut s'expliquer et il faut pouvoir l'interpréter. Par exemple, tu vois, là, j'allais te parler de l'histamine dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui va stimuler la production d'acide chlorhydrique. Donc, il peut y avoir des reflux qui sont liés à une hyperacidité qui va être liée à une surproduction d'histamine et notamment une surproduction
d'acide. Ok. Bon, en tout cas, moi, j'arrive un peu mieux à savoir ce que c'est ces reflux. Donc, t'inquiète si c'est Ok, bon, un peu brouillon. Je pense que au moins, on prend les choses aussi avec lesquelles on sent ouais, le plus proche. Quelque chose que j'ai entendu quelquefois certaines personnes avoir, mais que je connais pas bien, c'est l'hernie hiatale. ouais. L'hernie hiatale, alors moi je connais pas bien parce que c'est vraiment mécanique pour le coup. Hmm. Euh, L'hernie hiatale, en fait, c'est globalement euh, une partie du contenu de l'estomac, enfin de la poche de l'estomac, qui va presque remonter au-dessus euh, du sphincter de l'œsophage. Hmm. Donc en fait, dans ces cas-là, bah, on voit sur les images que la poche gastrique, elle est un peu déformée. Alors il y a plusieurs types de hernie hiatale par glissement, par roulement. Moi, j'y connais rien. C'est un truc d'ostéopathe. Hmm. Tout ce que je peux dire sur la hernie hiatale, c'est que généralement, quand il y en a une, c'est pas lié à du fonctionnel, c'est souvent lié à du surpoids, à de l'alcool, à du tabac. Et donc dans ce cas-là, le mieux, bah, c'est de diminuer le facteur de compression mécanique. Ça peut être aussi la grossesse. Et puis d'aller chez l'ostéo. Et Ok. généralement, il y a d'autres problèmes à côté, hein. Ok. Bon, bah, Voilà. c'est bon à savoir. Ensuite, on passe à un classique des fêtes de fin d'année, les brûlures d'estomac. Pourquoi c'est aussi commun, tellement qu'on voit même des pubs de médicaments à la télé? Parce que, encore une fois, il peut y avoir une question d'acidité, d'hyperacidité. Il peut y avoir une question de sensibilité à l'acide gastrique. Il peut y avoir aussi des brûlures qu'on ressent au niveau de l'estomac et qui sont en fait au début de l'œsophage. Ça peut être des remontées. Mais c'est pas la même chose que le reflux. Brûlure et reflux. C'est pas la même chose, mais en fait, les reflux peuvent brûler et Hmm. brûlent souvent. Hmm. Et les brûlures peuvent se situer au niveau de l'estomac alors que les reflux remontent. C'est Hmm. du reflux. Maintenant, encore une fois, j'ai pas grand-chose à dire sur les brûlures, puisqu'en fait, je peux pas déterminer un mécanisme au niveau de la vidange gastrique, au Hmm. niveau de la production d'acide, au niveau même de la muqueuse. Ça peut être des problématiques de muqueuse, les brûlures comme des gastrites, des choses comme ça. Donc plein de causes. Ouais, ça peut être plein de causes, en fait. Ça peut être plein de Hmm. mécanismes différents. Ok. En fait, en matière de d'estomac, ce qu'il faut bien différencier, c'est les symptômes, ce qu'on ressent, des mécanismes digestifs qui les expliquent, donc vidange gastrique, production d'acide, sensibilité à l'acide, sensibilité à la distension abdominale, aussi capacité à avoir une distension abdominale, parce que normalement l'estomac se gonfle, et parfois l'estomac ne gonfle pas. Dans le cas Hmm. d'une dyspepsie fonctionnelle, normalement quand tu manges, l'estomac, il prend sa place, il gonfle. Et en fait, dans le cas de dyspepsie fonctionnelle, le message n'est pas envoyé à l'estomac de gonfler, et donc du coup il peut y avoir des brûlures et des reflux beaucoup plus simplement aussi. Donc voilà, il faut différencier le symptôme, les mécanismes digestifs et les causes qui président à tout ça. Et les causes, bah, ça peut être l'axe intestin-cerveau. Si c'est pas fonctionnel, ça peut être des médicaments, ça peut être du stress, ça peut être Helicobacter pylori, ça peut être plein de choses en fait. Voilà, mais c'est un peu compliqué. On va voir du coup avec les autres que j'ai listés parce que là, tu m'as déjà cité les Les autres? prochains. Ah merde. Il y en avait un autre que je connaissais moins, c'est la gastrite. Ouais. Et j'ai pas trop compris ce que c'était exactement. Gastrite, en fait, à chaque fois que quelque chose termine par it, c'est une inflammation. Ok. Donc, gastrite, c'est une inflammation de la muqueuse gastrique. Globalement, les gastrites, c'est soit lié. En fait, il peut y avoir gastrite aiguë ou gastrite chronique. Aigu, c'est quand c'est ponctuel. Ponctuelle, ça arrive une fois. Généralement, c'est lié à Helicobacter pylori. Ça peut être lié donc à une bactérie, Helicobacter Mhm. pylori. Ça peut être lié à des médicaments aussi. Il y a des gastrites médicamenteuses avec la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, type kétoprophène, des choses comme ça. Et puis, il peut y avoir des gastrites qui vont être chroniques, qui sont souvent dites idiopathiques. Et donc, on ne connaît pas la cause. Là encore, moi, l'idée que je m'en fais, c'est qu'il y a l'axe intestin-cerveau qui joue là-dessus. Hmm. Voilà. Ok. Et ben justement, la prochaine, c'est Helicobacter pylori. Tu en parlais. Et apparemment, c'est très fréquent de l'avoir. Ouais, Et elle peut donc entraîner gastrite, là tu le mentionnais, mais aussi ulcère, voire augmenter le risque de cancer gastrique à long terme oui. si elle n'est pas traitée. Alors, comment en fait on la trouve et comment on la traite après?
Alors, en fait, Helicobacter pylori, donc c'est une bactérie qu'on a tous plus ou moins, mais qui peut effectivement se multiplier, notamment au niveau de l'estomac, et qui peut poser problème, parce qu'elle va produire différents métabolites, différentes molécules comme l'ammoniac qui pose souci, et qui va pour le coup diminuer l'acidité et le pH de l'estomac. Et donc ça va causer pas mal de symptômes. En fait, je pense qu'il faut différencier deux choses. Il faut différencier les cas de gastrite ou d'ulcère aigu avec Helicobacter pylori, où là, le responsable de la gastrite ou de l'ulcère, de la lésion, c'est Helicobacter pylori. Mhm. Il faut absolument traiter, et moi, très honnêtement, je laisse ça au médecin. Donc généralement, c'est quadrithérapie. Donc tu as une trithérapie d'antibiotiques qui est un peu violente, qui fait un peu mal, mais voilà, faut passer par là, Mhm. généralement, plus des IPP, pour le coup, pendant 15 jours. Ah ouais. Ouais. Donc on a ça. Lorsqu'on arrive sur un Helicobacter pylori qui existe dans le cadre de quelque chose qui est chronique ou qui est fonctionnel, c'est plus la même chose. Oui, il y a cet argument de dire il faut traiter Helicobacter parce que ça peut amener à des cancers gastriques, à des cancers digestifs. Mais dans d'autres cas, en fait, quand tu traites Helicobacter pylori, même d'un point de vue médical, dans le cadre de ces problèmes fonctionnels, bah, ça va pas forcément améliorer les symptômes. Donc en fait, c'est pas Helicobacter le problème. Il y a même certains naturaux qui recommandent, enfin certains naturaux, certains médecins même, qui recommandent de ne pas traiter tout le temps Helicobacter parce qu'on va Mhm. pas mettre tout le temps des antibactériens Mhm. hyper puissants. Donc en fait, là-dessus, il y a une question qui, je dirais, n'est pas totalement résolue. Moi, quand il y a un Helicobacter pylori, je demande toujours si ça a été traité une fois. Si on l'a traité une fois et que ça revient, Mhm. bon, effectivement, peut-être qu'il va pas falloir passer voilà, 100 000 fois des Mhm. antibactériens. Ça dépend toujours, in fine, c'est le médecin qui a le dernier mot. Quoi qu'il en soit, nous, en tant que naturaux en santé naturelle, on peut faire des choses qui vont améliorer euh, cette quadrithérapie et qui va non seulement diminuer les effets secondaires, et puis qui va même améliorer l'efficacité du traitement. Donc c'est un complément Exactement, de la thérapie donnée par le médecin. exactement. Donc il peut y avoir, il y a plein de choses. On va avoir euh, des souches de probiotiques qui sont très connues. On va avoir un Lactobacillus reuteri DSM, je crois 17968, c'est Pilopass. Mhm. C'est un brevet que, Que on l'a. que vous l'avez, ouais. Donc il y a le Pilopass qui est bien. On a aussi l'ultra-levure. Donc Connu, oui. ouais, S. boulardii CNCMI 745. C'est la souche complète. Mhm. On va avoir la gomme de mastic. On va avoir la lactoferrine. On va avoir, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a l'huile d'origan qui peut aider aussi. Voilà, donc on a pas mal de choses quand même qui peuvent venir en complément et aider parce que parfois la quadrithérapie ne suffit pas. Mais en tout cas, moi, voilà, pour Helicobacter, ce que je recommande, c'est si jamais c'est aigu, il n'y a pas de débat. Si jamais c'est chronique et que vous l'avez jamais fait, essayez. Mhm. Ça peut parfois diminuer les symptômes, mais dans la majorité des cas, ça ne diminuera pas les symptômes. Mhm. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même ce risque de cancer gastrique qui est augmenté. Donc bon, je pense qu'il faut... Voilà, là-dessus, je reste humble Mhm. et parfois, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire dans ces cas-là. C'était une conséquence de Helicobacter pylori que j'ai cité, c'était l'ulcère. Je connaissais ça chez les seniors Ouais. notamment, mais j'ai quand même eu des personnes au lycée qui en ont eu. Ça arrive comment? Bah, souvent avec Helicobacter. Il y a 90% des ulcères qui sont expliqués par Ah Helicobacter. ouais. Ouais. Et après, il y a beaucoup d'ulcères aussi médicamenteux. L'ulcère, c'est un vrai trou dans l'estomac, hein. C'est Hmm. pas juste genre ça brûle. C'est pas juste une éraflure. C'est un vrai trou par balle, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment il y a vraiment, c'est pas simplement une éraflure, quoi. Il y a une vraie lésion, il y a une perte de la muqueuse gastrique. Il y a Hmm. vraiment, voilà, on perd de la matière, quoi. Donc voilà, et là, moi, ça m'arrive très peu. Honnêtement, ça m'arrive très peu D'avoir ça en dans tes consultation, consultes. ouais. 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 On est sur des gastrites, on est rarement sur des ulcères. Un truc quand même qui est utile en cas d'ulcère, qui est naturel, c'est la vitamine U. U? U pour ulcère. Ah waouh. Ouais, c'est pas une vitamine en tant que telle, on l'a.
enfin le mec qui l'a découvert l'a appelé comme ça, Hmm. c'est du S-méthylméthionine. Et on retrouve ça dans le jus de chou cru. Donc le jus de chou cru, à condition qu'on n'ait pas trop de problèmes avec le chou, donc pas trop de problèmes Hmm. avec les sulfures et avec les FODMAPs, Hmm. c'est quand même un truc qui peut sauver vraiment au niveau de la muqueuse. C'est utilisé pour les ulcères, mais aussi pour les gastrites, pour la muqueuse de manière générale. C'est quand même pas mal. Ok, intéressant de noter ça. Petite cure de 15 jours à jeun, 1 à 2 fois par jour. Ah ouais, Ouais, donc parfois avec extracteur ou sans. donc 15 jours, c'est court, Ouais, donc c'est bien. ouais, mais ça va vite, hein. Ok. Et puis, c'est 15 jours, ça suffit, hein. Quand tu connais le goût du jus de chou cru, Ouais, c'est vrai. crois-moi que un jour, c'est un jour de trop, hein. Mais bon. On a mentionné beaucoup aussi l'hypochloridrie, qui me fait penser du coup à l'acide chlorhydrique. Et donc le lien, il est assez clair, c'est quand on n'a pas assez C'est ça. d'acide. C'est ça, il peut y avoir donc des causes euh, qui vont être. Alors, moi, il y a quelque chose qui me perturbe un petit peu dans la santé naturelle, dans la sphère actuelle, c'est qu'on parle beaucoup trop de l'hypochloridrie. L'hypochloridrie, ça touche à peu près 3 à 5% des gens de plus de 60 ans. Et Mm. c'est généralement chez les seniors que ça arrive. Dans la population générale, c'est vraiment faible. Mm. On est à 3%, 2 à 3% max, quoi. Donc alors, chez les personnes qui ont des troubles digestifs, forcément, c'est plus. Mais ça reste quelque chose qui est faible. Généralement, on va tout mettre sur le dos d'une hypochloridrie. L'hypochloridrie, quand est-ce qu'elle arrive? Elle arrive dans plusieurs cas. Il peut y avoir une rupture de l'axe intestin-cerveau au niveau de la face céphalique, comme je t'avais expliqué. Mais généralement, c'est plus une question de sensibilité à l'acide gastrique qui peut poser problème. Il peut y avoir une question d'hypothyroïdie, parce que la thyroïde, donc, est une glande qui se situe ici à la base du cou, va aider à produire ce qu'on appelle de la gastrine, qui est une hormone qui est produite au niveau de l'estomac, qui code pour la production d'acide chlorhydrique. Mm. Et donc, si on a une hypothyroïdie, on va avoir une hypogastrinémie et donc une hypochloridrie. Mm. D'accord. Et puis, souvent, la prise aussi de médicaments type IPP qui peut causer ce genre d'hypochloridrie. Voilà. Mais Mais l'hyperchloridrie, c'est aussi rare. ouais, c'est aussi rare. Là, on la rencontre dans le cadre de l'hyperthyroïdie. Mm. On la rencontre également en cas de problématiques liées à l'histamine. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va trop produire d'histamine, donc qui est une molécule inflammatoire, cette histamine va venir se mettre au niveau bien des récepteurs H2 qui se situent sur certaines cellules au niveau de l'estomac, et ça va déclencher les pompes à protons qui vont s'activer pour produire plus d'acide gastrique. Mais là encore, c'est pas hyper fréquent. Quand on a des brûlures, on pense tout de suite à l'acidité, que ce soit Que une c'est hypo trop ou une acide, hyper, ouais. trop ou pas assez même, Ouais. parce qu'on a un manque de tonus et donc du coup on se dit j'ai du reflux, Mm. voilà. Ça maintenant aujourd'hui c'est bien compris, mais souvent, le plus souvent, c'est pas une question tellement de quantité, mais plus une question de sensibilité à l'acide. On Mm. a des brûlures pas parce qu'on en a trop ou pas assez, mais parce qu'en fait notre axe intestin-cerveau, il vit les brûlures comme quelque chose de très douloureux. Il y a une nociception, c'est-à-dire une perception de la douleur qui est bien plus élevée que dans la population générale. Mais en gros, on produit le même acide, on a la même distension, etc. Toi, tu as une dyspepsie fonctionnelle, moi non. Bah toi, tu vas avoir des symptômes et moi non. Alors Mm. on est en train de vivre la même digestion, presque. Tu Et vois? la dyspepsie fonctionnelle, c'est tout ce qu'on a mentionné avant, ça peut être ça? En fait, la dyspepsie fonctionnelle, c'est ni plus ni moins qu'une problématique gastrique qui ne s'explique pas par des lésions type gastrite aiguë, ulcère aigu. En fait, c'est des problèmes d'estomac qui sont fréquents, qui reviennent plusieurs fois par semaine, et ça peut être tous les symptômes, de la satiété précoce, de la lourdeur, de la brûlure, une douleur même sous forme de spasme. En fait, globalement, la dyspepsie fonctionnelle, c'est exactement la même chose que l'intestin irritable, mais côté estomac. C'est presque un syndrome de l'estomac irritable, on pourrait dire. C'est pas très connu parce que peu de personnes en parlent. Par rapport à l'intestin irritable, la place, Mm. elle est minuscule, je ne sais pas pourquoi. C'est globalement les mêmes causes. Et en gros, on va avoir deux sous-types de dyspepsie fonctionnelle. On a le syndrome de détresse postprandial, donc lui qui se manifeste par
la satiété précoce ou des lourdeurs après les repas. C'est au moins 3 fois par semaine, d'accord? Ça, c'est des critères qui sont établis par la même fondation qui établit les critères de l'intestin irritable, c'est la fondation de Mhm. Rome. Donc ça, c'est la première chose. On va plutôt agir sur la vidange gastrique dans ce cas-là. Et puis, deuxième chose, c'est CCC, le syndrome de douleur épigastrique, qui arrive au moins une fois par semaine, et ça peut être causé ou soulagé par la prise de repas. Et là, c'est des lourdeurs, pas des lourdeurs, pardon, des brûlures ou des douleurs épigastriques. Voilà. Ok, donc maintenant on peut aussi se dire, quand on a tous ces symptômes-là, ça peut potentiellement être ça. C'est ça, c'est un diagnostic d'exclusion, comme le syndrome de l'intestin Mhm. irritable. C'est-à-dire que c'est normal à la gastroscopie, Mhm. c'est à peu près normal à la pH-métrie, tu sais pas trop ce que t'as une dyspepsie fonctionnelle. C'est exactement la même chose que l'intestin irritable. Ok, Voilà. c'est très clair. Ensuite, on a la gastroparésie. Et du coup, étymologiquement, ça vient de la paresse Ouais, de l'estomac. c'est ça. Et on en a parlé, c'est une baisse de la vidange gastrique qui peut d'ailleurs être un mécanisme qui amène à la dyspepsie. Et donc ça, ce serait quoi les solutions pour cette paresse? Et On bah, avait dit... on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ça va être tout ce qui va être le fait de manger tôt le soir, le fait de marcher après le repas, le fait peut-être de pas se coucher immédiatement après le repas et même de euh, pas se de mis allongé. voilà exactement, ça peut être de mettre, tu vois, des, des- des livres sur les têtes, enfin sur les pieds de la tête de lit. En fait, si tu mets des livres, au lieu de dormir comme ça, avec sur un lit comme ça, bah, tu vas dormir sur un lit un peu incliné. Et Hmm. donc, in fine, comment dire, la gravité se fera un petit peu moins. Hmm. Donc on va avoir ça, et puis on va avoir la prise de prokinétiques. Donc les prokinétiques, c'est des substances qui vont augmenter la vidange gastrique. On a des prokinétiques qui agissent vraiment d'un point de vue de l'estomac. Moi, celle que je préfère, bah, le, le gingembre, par exemple, qui est un agoniste, en gros, enfin, qui agit comme agoniste des récepteurs à la sérotonine, on s'en fiche. Euh, on a l'artichaut aussi, qui est titré en cynaride ou un acide qui s'appelle l'acide caféolquinique, qui va avoir des impacts sur cette vidange gastrique. Quoi d'autre? Le 5-HTP, euh, voilà, qu'on retrouve dans la griffonia, qui a un léger effet prokinétique, notamment au niveau intestinal. Et puis, on va avoir certaines plantes amères, le carvi, la gentiane, l'angélique, des choses comme ça qui peuvent stimuler ce qu'on appelle des récepteurs au goût amer et qui vont non seulement améliorer les productions enzymatiques, les productions d'acides, mais aussi un petit peu stimuler la motricité au niveau gastrique. Donc de toute cette partie-là où on a parlé, j'ai retenu en fait plusieurs choses. La première, c'est que les troubles de l'estomac, c'est peut-être un peu plus courant qu'on pourrait le penser, parce que certains symptômes du coup sont quand même liés à un trouble. Et ils peuvent être liés entre eux aussi, les troubles qu'on a mentionnés. Euh, mais c'est pas toujours lié à ce qu'on mange. Euh, on va peut-être y revenir un peu plus après, mais ça peut être surtout lié à la manière d'être, donc si on est stressé ou non, la posture là que tu disais, dans l'acte de se nourrir aussi, qui compte beaucoup, le temps, la mastication, le rythme des repas, prendre des bonnes boissons, donc pas forcément trop froides, trop chaudes. Voilà, ça c'est les choses que je retiens, et aussi que l'acide gastrique, c'est pas forcément un ennemi qu'il faut bloquer, mais que voilà, on peut vraiment en prendre soin. Ah, c'est clairement un allié même. C'est Ouais. clairement un allié. Le seul truc, c'est que bah, effectivement, on peut penser que ça cause des brûlures. Mais non, en réalité, c'est un allié pour notre digestion. Et si on n'en a pas, est, on est mal. Maintenant qu'on a un peu abordé tous ces entremêlages de causes et de conséquences des troubles liés à l'estomac et à la digestion, j'aimerais beaucoup qu'on passe à quelque chose un peu plus concret, c'est-à-dire la bouffe, la bouffe, la bouffe, la bouffe. Avant qu'on se tourne vers les aliments, est-ce qu'on peut parler aussi des types de régimes? On parle beaucoup du régime
sans FODMAPs pour l'intestin irritable ou SIBO. Et du coup, je me demande, est-ce que c'est aussi utile pour l'estomac? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre avec l'alimentation et les troubles digestifs fonctionnels, donc intestin irritable, dyspepsie, et cetera, c'est que les aliments ne sont pas quelque chose qui vont vous guérir. Ça va permettre de diminuer les déclencheurs, de les identifier également, mais ça va pas permettre de guérir, d'accord? Effectivement, le régime sans FODMAP, c'est le régime qui marche le mieux quand on a un intestin irritable ou un SIBO, ce genre de choses. Maintenant, dans le cadre de la dyspepsie fonctionnelle, il y a eu quelques études qui ont montré que ça pouvait être un peu efficace, mais en fait, pourquoi c'est un peu efficace dans certains cas? C'est parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a une espèce d'overlap. Un overlap, c'est-à-dire qu'il y a un cercle de personnes qui ont un intestin irritable, un autre cercle qui ont la dyspepsie, et en fait, cet overlap, c'est la Hmm. jonction de ces deux cercles, c'est ce petit losange où en fait, bah, les personnes qui ont une dyspepsie et un intestin irritable vont être soulagées au niveau enfin, par l'arrêt des FODMAPs, mais d'un point de vue ballonnement, pas d'un point de vue estomac. Et en fait, du coup, on a testé le régime sans FODMAPs sur les gens qui n'avaient pas d'intestin irritable et qui ont juste une dyspepsie fonctionnelle. Mhm. Et là, c'est beaucoup moins flagrant. Hmm. Beaucoup moins flagrant. Et c'est normal, c'est parce que les FODMAPs, ça agit au niveau des contacts, au contact des bactéries du microbiote. Hmm. Donc, c'est très loin de l'estomac, en fait. Et les symptômes arrivent bien avant. Hmm. En revanche, il y a certaines choses qui peuvent être utiles au niveau bah, de l'alimentation pour l'estomac. On a parlé du jus de chou cru, qui peut être un aliment qui est intéressant. Pareil pour le jus de pomme de terre. Alors, le jus de pomme de terre, je vais te raconter une anecdote. En consultation, en fait, au début de ma pratique, je recommandais le jus de pomme de terre. Et puis un jour, j'ai recommandé à une personne du jus de pomme de terre cru. Waouh. Le problème, parce que ça aide vraiment. Ça aide vraiment pour certains problèmes, comme un peu le jus de chou cru. Sauf que le souci, c'est que je lui en ai donné et elle a très mal réagi. Et elle a très mal réagi, pourquoi? Parce que ça contient des solanines. Hmm. Et les solanines, c'est toxique pour notre organisme. Donc à partir de ce moment-là, moi je me suis dit, je veux bien aider, mais je veux surtout pas nuire. Hmm. Et donc depuis ce moment-là, je ne donne plus jamais, j'ai plus jamais donné de jus de pommes de terre crue parce que j'estime que c'est trop toxique. Voilà. Euh, donc ça c'est un petit peu pour les aliments qui sont bons pour l'estomac. Hmm. Après, ce qui peut être bon pour l'estomac, bah, c'est diminuer les acides gras et notamment les graisses saturées Hmm. qui vont avoir un effet sur la vidange gastrique beaucoup trop important. Et puis les aliments qui peuvent être irritants parce que acidifiants ou parce que ça va relâcher un petit peu C'est le quoi, par sphincter. exemple? On l'a évoqué, c'est la menthe, Ah, le c'est chocolat, la la tomate, tomate, etc. etc. Voilà. Ok. Et les épices, l'alcool Ouais. et le tabac aussi? Oh, le tabac, ça aide pas. Le tabac, ça Hmm. aide pas, mais généralement, on le mange pas. Donc c'est pour ça que Ouais, j'en ai pas parlé, mais oui, ça aide pas. généralement. J'ai vu dans ton e-book que tu donnais plein de recettes Ouais. qui ont l'air trop bonnes. Franchement, Merci. c'était vraiment quali. Et du coup, je voulais savoir, c'était quoi la meilleure recette stomach friendly? Bah, de manière générale, une recette qui va être stomach friendly et de manière générale même trouble digestif friendly, c'est pas très original ce que je vais dire, mais ça va être une alimentation qui ne va pas déclencher de symptômes. Hmm. Donc je dis pas que c'est bon pour le microbiote intestinal, je dis simplement que ça va pas déclencher de symptômes. Donc on a des Donc choses la qui sont, recette la plus safe. c'est la plus simple, ça va être une purée de carottes avec du poulet. Voilà, Ah là ouais, on risque pas grand-chose. ok. Avec un peu d'huile d'olive, on risque vraiment pas grand-chose. Bon, faut pas le faire trop chaud, pas trop froid non plus, Hmm. mais voilà. Sinon, il n'y a pas malheureusement une recette qui permettrait de tout régler. Ou alors le liquide aussi, d'un point de vue de l'estomac, ça aide pas mal parce que la vidange gastrique est beaucoup plus rapide. Hmm. Donc une petite boisson. Ouais, des shakers, des gros Ouais. shakers. En plus de ces conseils que tu nous as donnés là au niveau de l'alimentation, j'aimerais bien qu'on ouvre la boîte à outils de Victor Naturopathe. Ouais. Et tu sors quoi de cette boîte quand tu veux recommander des remèdes naturels? Ok, alors, ça c'est vrai qu'on n'en a pas entièrement parlé. Donc bien sûr, on va sortir l'hygiène de vie.
on va sortir l'activité physique, on va sortir la marche après les repas pour la vidange Ouais. gastrique, on va sortir le fait de dormir un petit peu soit du côté gauche, soit en surélevant euh, les pieds de la tête de lit. On va sortir le fait de manger plus tôt aussi, d'accord, pour avoir eh bien, une période de jeûne la plus longue Mhm. possible. Et puis, on peut sortir bien sûr les compléments alimentaires. Donc, les prokinétiques, on en a déjà parlé. Gingembre, En extrait, du coup? en extrait, ouais. Titré, Fermenté ou non? pas nécessairement, non. Plutôt titré en gingérol. Ce qui est important, c'est les gingérols. Après, attention, parce que chez certaines personnes, ça va causer du reflux. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est soit y aller progressivement, et donc pas trop titrer en gingérol, commencer par 10 mg de gingérol, 15 mg, après un repas, ce sera mieux Mhm. aussi pour la vidange gastrique. Et puis, vérifier, ou pas d'ailleurs, que ces gélules soient gastro-résistantes ou pas. Mhm. Si elles sont pas gastro-résistantes, ça pourra effectivement causer une problématique de reflux, mais on n'ira pas chercher la vidange gastrique. Donc il faut absolument pas que ce soit gastro-résistant à ce Mhm. niveau-là. Donc des extraits d'artichaut, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a évoqué. Et puis sinon, on peut aller vers des choses qui vont un petit peu mimer euh, les inhibiteurs de la pompe à protons, mais sans agir sur les pompes à protons et sur la faculté qu'on a à produire de l'acide. Donc on va avoir des protecteurs de muqueuse comme le zinc carnosine. On va avoir l'aloe vera qui est un bon pansement aussi pour tout ce qui est mucus. On va avoir tout ce qui va être l'algue de lithotamne, qui est une algue qui contient du carbonate de calcium et qui va empêcher, enfin qui va plutôt tamponner l'acidité excessive, ou même quand on n'a pas une acidité excessive, mais une sensibilité à l'acide, ou alors qu'on a des reflux qui sont acides, mais même si c'est des acides biliaires, par exemple, eh bien, ça va aider parce que ça va tamponner. Voilà, donc c'est un petit peu les outils. Il y en a 10 ou 15 autres, mais Mhm. voilà. Donc, probiotiques, pas forcément. Pilopasse, en cas Ouais. d'hélicobactère. En vitamines, t'avais dit vitamine La U. vitamine U, ouais, ça n'existe pas trop en complément. Il y a certains labos qui le font, mais il y a un labo. Moi, je donne toujours du jus de chou cru, c'est plus Hmm. efficace. Le zinc carnosine, qui peut aider. Ouais, tu l'as Ouais, mentionné. en minéraux, nutriments un petit peu. Voilà. Mais pas forcément glutamine, parce que je sais qu'il y a des gens qui Alors, la le glutamine, recommandaient. oui, mais pas au niveau de l'estomac, Hmm. au niveau de l'intestin. Après, bon, les gens le savent, moi, la glutamine, c'est pas ce sur quoi je vais en premier au regard des contre-indications sur les antécédents de cancer et au regard aussi des problèmes que ça peut générer euh, pour ceux qui ont des problèmes d'activation mastocytaire, parce que ça peut se transformer en glutamate et ça peut causer des problèmes d'insomnie, d'anxiété, etc. Mais c'est plus pour la perméabilité intestinale. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Du coup, je voulais te donner aussi l'opportunité de placer une carte fun fact à la fin de cet épisode. Comme tu t'es spécialisé, j'imagine que tu as découvert et tu as cherché plein de trucs pour te mettre à jour régulièrement sur les papiers scientifiques, des trucs qui sortent, les innovations dans la recherche. Du coup, ma dernière question, c'est donc, c'est quoi la chose qui t'a surpris là récemment sur l'estomac? Alors, je pense pas que je puisse dire que ce soit dernièrement, mais c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à l'acidité et à l'acide gastrique, eh bien, il faut savoir que l'acide gastrique est capable de dissoudre du métal. Donc, voilà, c'est pas une blague. Euh, on a vraiment une muqueuse qui sert à quelque Mm. chose, à nous protéger, sinon on se digérerait nous-mêmes. Mm. Voilà, c'est ça mon fun fact. Je sais pas si c'est hyper drôle, mais en tout cas, Ça nous ouais, fait c'est un quand même peu un peu marrant, penser quand même. aux super-héros Ah ouais, non, bah clairement, avec nos super-pouvoirs. clairement. Mais du coup, j'allais pas te laisser repartir sans avoir fait de quiz avec moi. Ok, Tu serais pas venu pour rien. Le jeu que j'ai préparé, c'est je te montre des emojis et ouais, tu me donnes les expressions qui te viennent à l'esprit. Je vais te donner un indice. ok, Elles ont toutes un point commun. T'es prêt? je suis prêt. Donc, j'en ai pas la moindre idée. C'est une expression. Française? Ouais. Hmm. Moi, ça me fait penser au diable s'habille en Prada. Non, je sais pas, Les dis-moi. talons Les talons? avec l'estomac.
Dis-moi, Non, non? c'est avoir l'estomac dans les talons. Quand on a fait un trop gros repas? Je sais pas si c'est ça ou si c'est quand on a faim, non, ou qu'on n'est pas bien. Ah bah, même toi, tu sais pas, tu vois? Je sais même pas. Mais OK. oui, Bah, non, je tu vois pas je je me souvenais plus. Je l'ai déjà entendu, mais je m'en souvenais plus. ça. C'est encore une expression avec l'estomac. Quand tu es Avoir très une surpris. oh là là! Je Avoir je suis suis estomaqué. oui, Allez! Ah ouais, mais là, c'est très dur, hein, ton jeu, hein. c'est vrai. Ah ouais. Je suis sûr que vous allez mettre des émojis hyper simples et Oui. tout. Moi, vous me donnez des trucs. Ensuite, c'est celui-là. Avoir la tête à l'envers. Pas Avoir forcément l'estomac la à ouais, l'envers. ouais, c'est ça, OK. avoir l'estomac à l'envers. Et le dernier, Avoir des nœuds à l'estomac. à l'estomac. Exactement. Eh oui, C'était pas si tu dur au vois? final. Une fois qu'on est Je échauffé, pense que je suis assez bon. en tout cas, merci d'être venu à Berlin Bah, merci à toi, Noémie. et de nous avoir donné autant d'informations sur l'estomac. Je pense que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. Pas suffisamment. Ouais, je pense que c'est bien de refaire un petit cours d'SVT comme ça pour les gens qui ont arrêté très tôt comme moi. Si vous avez appris des choses utiles dans cet épisode, vous pouvez bien sûr partager à vos proches. Et on vous invite aussi à suivre Victor sur Instagram pour aller plus loin. Voilà. Et en plus, je crois que tu fais des formations. Oui, sur la sphère digestive. Donc, même pour les thérapeutes, pour les personnes lambda, elles peuvent aussi. Surtout pour les thérapeutes, les naturaux, les médecins, etc. Ouais. Ouais, Mais les lambda euh, aussi, il y en a quelques-uns. qui veulent vraiment aller Un peu plus loin. dans le détail. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous avec Sonne Naturel. À bientôt. À bientôt. Une dernière question, quand même. C'est quoi, toi, les compléments que tu prends En ce moment, personnellement? Ouais. alors moi, je prends beaucoup, comme je transpire énormément au sport, je prends beaucoup d'électrolytes. Je prends de la citrulline pour la récup et pour la perméabilité intestinale aussi. Je prends de la Boswellia aussi en ce moment. Je prends des enzymes digestives un peu tout le temps. Vitamine D, magnésium, je fais des cures. Et de la whey un petit peu. Hmm. Voilà. Les électrolytes, tu les as testés chez nous? Non, je les ai pas testés chez vous. Ah, il faudrait Avec les que tu sodium viennes plus, alors. sodium moins. Mais oui, Oui. je les ai pas. En plus, ils sont beaux et tout. Je les ai Donc, pas testés. la whey, t'as testé, mais les électrolytes, c'est sur la liste d'attente. Exactement, exactement, au Père Noël.